Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'anxiété en général, la phobie sociale, l'agoraphobie, l'anxiété généralisée. En fait, je voulais vous apporter mon témoignage parce que j'ai souffert pas mal de ça. Et à l'époque où j'en souffrais, j'avais vraiment l'impression qu'on ne pouvait pas s'en sortir, que c'était toujours pire. Et je me raccrochais au moindre petit témoignage d'amélioration chez d'autres personnes quand je regardais des forums, etc. Et je pense que ça peut faire énormément de bien de voir quelqu'un qui s'en est sorti. C'est mon parcours personnel. Forcément, ce ne sera pas le même que le vôtre. Simplement, si vous trouvez des pistes à essayer, que vous vous reconnaissez dans certaines situations. Ça peut vous aider à plein de niveaux, donc peut-être même à certains auxquels je n'ai pas pensé. Donc là, c'est ma première vidéo. Je la fais sur ce sujet-là parce que je pense que c'est important aussi de travailler sur nos enfers, en fait, pouvoir faire un point sur ce qui s'est mal passé pour nous et puis savoir comment on s'en est sorti, ça m'aide aussi. Alors ça a commencé il y a plus de 10 ans. Je pense que pour ceux qui ont déjà eu une crise de panique, on se souvient toujours de la première fois. Le moment où ça a basculé, le moment où on se rend compte qu'on ne peut pas, on ne peut plus, on ne va plus pouvoir compter sur notre corps. J'avais 22 ans. J'étais au restaurant avec une petite amie. On avait faim, on n'avait pas mangé grand chose la journée, on se retrouvait le soir, normal. Donc on attendait le plat. Je me rappelle que voilà, je fumais à l'époque. Je fumais et voilà, je mangeais des cacahuètes en attendant, on buvait un petit verre de kir. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu l'impression d'un coup de plus toucher terre. J'avais l'impression que physiquement, je voyais que autour de moi, tout était ok, que la pièce n'avait pas bougé, que les gens n'avaient pas changé de comportement ni quoi que ce soit. Par contre, ça me paniquait parce que en moi, d'un coup, tous mes repères avaient été chamboulés. Donc j'avais la tête qui tournait, j'avais la nausée. En fait, on ressent d'un coup plein de symptômes physiques complètement désagréables, les mêmes symptômes qu'on aurait si on était en danger de mort imminent. Sauf que ça rentre complètement en dissonance cognitive avec ce qu'on voit de la situation, parce que autour de nous tout est calme. Entre l'instant d'avant où on était bien et l'instant où on reçoit d'un coup cette décharge d'adrénaline, il ne s'est rien passé autour de nous de particulier, et donc on s'en rend bien compte, mais en même temps en nous c'est une sorte d'apocalypse au niveau des sensations. Ça rajoute encore plus du malaise, parce que finalement quand il y a un danger en face de nous, par exemple quand il y a un serpent en face de nous qui nous approche et qui nous menace, on va avoir une très très grande peur, mais ça va pas rentrer en dissonance avec ce qui se passe et on va agir en fonction. Alors que là, quand on a une peur intense, même plus intense que si j'avais vu un serpent, notre raison nous dit qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien et que tout est tranquille, tout est ok. En fait, imaginez-vous sur des rails, vous ne pouvez pas bouger, et là vous voyez un train d'un coup qui arrive à grande vitesse sur vous et vous ne pouvez rien faire. Vous avez d'un coup, physiquement, vous ressentez toute la peur, le corps se prépare à combattre ou fuir. Et là, en fait, il se prépare à rien, donc en plus la décharge et de l'adrénaline et je pense en plus entravée parce qu'on ne fait rien pour la décharger. Je pense que c'est encore pire. Et c'était une peur inouïe et qui était en dissonance avec l'environnement parce que autour de moi rien n'avait changé. Et le fait de me dire non, t'as peur mais rien n'a changé, ça ne diminuait pas ma peur parce que les symptômes physiques étaient là, restaient là. Quand je disais ça, ils continuaient encore. Ça, en fait, ça la renforçait.
J'avais en fait une envie folle de crier. Une partie de moi avait envie de dire aux gens, mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, je vais mourir là et personne ne fait rien. Voilà, j'avais l'impression de voir ce qui se passait autour de moi, mais de plus être là, de subir, d'être en danger de mort imminent. C'est pour ça qu'on dit que c'est une crise de panique, c'est une peur inouïe, intense, sans raison apparente. Il n'y a rien apparemment qui a déclenché ça. Si on fait la comparaison avec une phobie, par exemple des araignées, la personne qui a une peur irraisonnée, là seulement quand elle est en présence d'une araignée, ou quand elle voit une image d'une araignée, ou à la limite quand elle pense à une araignée, je sais pas. Mais quand on a une crise de panique, alors qu'il n'y a pas de raison, c'est encore pire parce qu'on a du mal à se projeter, parce qu'on se dit mais en fait dans n'importe quelle situation ça peut m'arriver. Alors que quand c'est une araignée, on se dit bon bah s'il n'y a pas d'araignée, a priori ça va et c'est ok. Donc je suis bien et je me contrôle, j'ai le contrôle de mon corps quand il n'y a pas d'araignée. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, cette comparaison, mais voilà. Donc quand j'ai réussi un petit peu à reprendre le dessus, entre guillemets, j'ai attrapé la main très fort et je lui ai dit faut qu'on sorte, faut absolument qu'on sorte. J'avais qu'une seule idée en tête, une seule obsession, c'était de partir, de fuir, fuir le danger. Donc c'est complètement pour se protéger. C'est complètement instinctif. Faut partir et il faut qu'on s'en aille. On est sorti du restaurant. Prendre l'air, ça m'a fait un peu du bien. En plus, je pense que le fait d'être entouré par des gens, on se sent encore plus vulnérable parce que voilà, on a l'impression de devenir complètement fou, quoi. Donc de devenir complètement fou devant toute une salle de restaurant. Je pense que personne n'aimerait ça, n'aimerait se montrer comme ça, se donner un spectacle, quoi. Ça a mis à peu près 20 minutes à descendre. J'avais les jambes complètement qui tremblaient, j'avais la nausée, j'avais la tête qui tournait. Et ensuite, quand c'est fini, j'ai eu un peu de mal à me remettre, mais on s'est remis à table. On a continué notre soirée comme si rien ne s'était passé. Enfin, voilà, il m'est arrivé quelque chose, j'ai fait face comme je pouvais et puis c'est passé, voilà. En fait, cette première crise, on passe à autre chose facilement parce que globalement, quand ça finit, ça va. Mais on a senti au plus profond de nos cellules que notre corps, d'un instant à l'autre, pouvait se mettre complètement en état d'alerte et de panique intense, alors qu'en fait, il ne se passait rien autour. Notre allié, notre corps, qui fait ce qu'on lui demande tous les jours sans qu'on le relève parce que c'est habituel, nous lâche. Et d'une seconde à l'autre, c'est ultra intense et ça ne prévient pas. On ne sait pas pourquoi. Voilà, donc en fait, il y a quelque chose de très insidieux, comme le début d'un poison à petite dose. C'est comme si on avait pris notre première petite dose de poison. C'est très progressif, hein, l'installation de l'anxiété, ça prend plusieurs années, souvent. Enfin, c'est pas du jour au lendemain qu'on s'installe là-dedans. J'étais en 2e année de licence. J'étais avec mon copain depuis à peu près 1 an. Quand il m'a proposé, par exemple, la fois suivante d'aller au restaurant, j'avais plus vraiment envie. Il y avait quelque chose qui me disait non, n'y va pas, il y a danger en fait. Au restaurant, il m'est arrivé ça. En dehors du restaurant, c'est ok dans le sens où ça m'est jamais encore arrivé. Donc, j'ai commencé à y aller de moins en moins. Mon corps avait assimilé le contexte, donc le restaurant, a priori même avec mon conjoint, avec le danger. Le mécanisme, c'est, voilà, j'ai commencé à éviter d'aller au restaurant. Donc, une des premières façons de ne plus ressentir l'angoisse, c'est d'éviter les situations où ça nous est arrivé, parce qu'on ne sait pas ce qui a pu le déclencher, donc on se dit que c'est l'environnement qui l'a déclenché. Enfin, en fait, on se dit pas grand-chose, on le ressent. On ressent qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de ne plus jamais de sa vie ressentir le corps en état d'alerte aussi intense
voilà, on n'est pas maso, on n'a pas envie de se jeter dans la gueule du loup, entre guillemets. Ben voilà, si au restaurant, j'ai l'impression que quand j'y vais, je vais mourir, et que j'ai peur, qu'au niveau de mon corps, je ressens cette peur aussi fortement que si j'allais vraiment mourir, que j'allais passer sous le train, ben voilà, on n'a pas envie, on a envie que ce soit un bon moment, le resto, donc on trouve autre chose pour passer de bons moments, donc on y arrive, hein. Mais ce qui est insidieux, c'est que ben, du coup, on évite ça. Donc, j'ai commencé à éviter les restaurants, et puis quelques semaines ont suivi, donc on continue à sortir, à vivre comme avant, mais sans aller au restaurant. Mon portefeuille s'en portait bien, mais bon, enfin, c'était pas grave pour moi de ne plus aller au restaurant, donc ça me dérangeait pas non plus, plus que ça. Enfin, surtout comparé au désagrément que c'est. Et donc, par contre, donc on allait au cinéma, et en fait, j'ai eu une deuxième crise au cinéma. Donc pareil, au cinéma, j'étais tranquille, détendue. D'un coup, d'une seconde à l'autre, enfin, on est bien à l'instant T-1 et resté dans T+1. Notre corps tout entier se met en branle, et c'est juste... c'est horrible, et donc c'est d'autant plus horrible qu'autour de nous, tout est calme et que personne ne s'en rend compte. C'est pareil, enfin, après on est retourné au cinéma, mais les fois suivantes, j'avais plus vraiment envie d'aller au cinéma. Donc vous devinez la suite. C'est que j'ai commencé à éviter toutes les situations où j'avais une crise de panique. Donc, au début, c'était les restaurants, quelques semaines après, c'était le cinéma, quelques semaines, voire mois après, c'était le bus, enfin voilà. Chaque fois que j'avais une nouvelle crise quelque part, mon corps et mon esprit assimilait la crise à l'environnement, et je faisais tout pour ne plus revivre cette situation. C'était vraiment plus fort que moi, parce qu'à chaque fois que je ressortais de la situation, j'avais l'impression d'avoir échappé à la mort. Mais en même temps, j'étais comme confrontée à une certaine folie, parce que la dissociation des symptômes physiques de peur intense dans le corps, et de ce qui se passe autour, qu'on juge correct, on se dit qu'on est un peu fou, quoi. J'ai fini ma licence 2, ma deuxième année de licence comme ça. C'est très progressif, donc on ne se rend pas compte à quel point ça peut handicaper au final. Et en troisième année de licence, j'ai commencé à avoir une première crise à la fac. Alors là, par contre, c'est là que ça a commencé à me poser vraiment question, parce que je me suis dit que je me divertisse pas, c'est pas grave, que je vois moins mes amis, c'est pas grave, que je sorte moins, c'est pas grave. Par contre, que je puisse plus aller à la fac, avancer dans mes projets, etc. Là, ça a vraiment touché quelque chose de très... c'est très, très dur pour moi. Quelqu'un d'autre aura déjà commencé à se poser des questions sur non, mais moi, c'est même pas la peine. Il faut absolument que je voie mes amis, sinon je peux pas vivre, etc. Moi, je me disais, je peux très bien vivre comme ça. C'est pas très agréable, mais c'est moins pire que ça. Alors que voilà, la culpabilité de pas avancer dans sa vie... Le fait d'aller à la fac, c'était le deal, quoi. J'étudiais, donc si je le faisais pas, qu'est-ce que je fais, quoi. Enfin, c'est horrible à dire quand on se définit, entre guillemets, par notre métier ou les cours, parce qu'en fait, on devrait se poser des questions bien avant. C'est-à-dire que, oui, je devrais pouvoir me divertir, mais en fait, on est tellement maso, entre guillemets, qu'on se dit, se divertir, c'est pas si grave, mais par contre... ne pas aller à la fac, là, ça commence à poser problème. Donc, en fait, jusque-là, j'avais ces crises sans savoir ce que c'était en plus. Donc, quand on a des crises et des manifestations en fait, corporelles sans pouvoir les nommer, en fait, on les vit encore plus mal, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si d'autres personnes ont ça, etc. Et en fait, à ma troisième année de licence, j'ai vu dans un de mes cours ce que c'était que la crise de panique. Enfin, c'était même pas un de mes cours, je crois que j'ai vu ça sur internet, parce que j'essayais de me renseigner sur ce que c'était, ce que j'avais. Donc j'ai vu crise de panique, j'ai lu ce que c'était, et alors là je me suis dit
waouh, c'est ça en fait. J'étais soulagée de voir que quelqu'un avait déjà ressenti ça parce que j'étais pas toute seule, enfin, j'étais pas folle entre guillemets. Ça avait déjà été décrit et donc il y avait sûrement des pistes, enfin, il y avait sûrement des gens qui s'en étaient sortis, etc. C'est l'attaque de panique. Donc, une définition que j'ai trouvée, c'est une terreur soudaine ou un malaise intense. Donc, on s'attarde bien sur le mot intense parce que les gens, quand ils voient quelqu'un avoir une crise, ils se disent bah, elle a peur, oui, mais c'est rien, etc. Mais en fait, on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc, un malaise intense survenant en dehors des circonstances, impliquant un risque vital. La peur de mourir, la peur de devenir fou, la peur de perdre le contrôle de soi, le sentiment d'irréalité ou de dépersonnalisation. Irréalité ou dépersonnalisation, c'est vraiment ça, c'est que on a l'impression qu'on n'est plus vraiment dans notre corps et qu'avec la dissonance cognitive entre ce qui se passe en nous et ce qui se passe à l'extérieur, on a vraiment l'impression qu'on n'est plus là, mais en même temps on voit sur l'écran de notre conscience ce qui se passe. L'impression qu'on va s'évanouir, ça c'est sûr, les sensations d'étouffement, des vertiges, des palpitations, des tremblements, des secousses musculaires, une sensation d'étranglement, des bourdonnements d'oreilles, un voile blanc devant les yeux, des frissons, des bouffées de chaleur. Bon voilà, j'avais tout ça. D'un coup, voilà, là ça a été quand même la deuxième étape de mon parcours, c'est de pouvoir nommer ce que j'avais. Ça m'a soulagée un temps parce que je me suis dit que j'étais pas seule. J'ai pu aussi un peu moins culpabiliser, même si tout ce qui se passe dans la tête, tendance à penser que c'est notre faute et qu'on est, voilà, on est les seuls responsables et qu'on peut tout gérer. On peut gérer ce qui se passe dans la tête, alors que quand, par exemple, on se casse un pied ou on a la jambe cassée, a priori, on peut se dire que c'est notre faute, mais on ne culpabilise pas comme ça. Là, on culpabilise quand même beaucoup. D'autant plus que on arrête de faire ce qu'il faut, entre guillemets, ce qu'on est censé faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir des crises à la fac et que j'ai commencé à éviter certains cours et à avoir vraiment du mal à y aller, là, c'était plus le même enjeu pour moi. J'ai vraiment ressenti à ce moment-là que d'un coup, je m'estimais moins. C'était un peu déprimant. J'étais pas déprimée, mais c'était quand même déprimant. Et donc, au deuxième semestre, j'ai décidé de faire j'ai fait un mémoire sur les attaques de panique et le modèle animal. Enfin voilà, ça me permettait de m'approprier un petit peu plus les symptômes, ce qui se passe, etc. Puis j'ai commencé à me renseigner sur les thérapies cognitivo-comportementales, qui donnent normalement le plus de chances d'aller mieux, puisque ça traite le symptôme. Ça permet de retravailler sur les cognitions, sur nos pensées, voilà, puisque quand on n'est vraiment pas bien, on a besoin assez vite, en tout cas, de moins d'avoir un traitement symptomatique avant si on veut passer après à autre chose un peu plus sérieuse, d'aller sur un autre type de thérapie. Et parfois, ça suffit. En troisième année de licence, j'ai réussi à terminer mon année. J'avais des crises, je sortais de la salle, je crois, puis après j'allais plus au cours suivant, mais par contre là j'évitais, mais ponctuellement, c'est-à-dire que j'évitais, mais je retournais l'après-midi ou le lendemain à la fac, parce que c'était juste impossible pour moi d'imaginer que je puisse arrêter la fac. Et parfois même je restais pendant la crise, je me forçais à rester. Quand on se force à rester, on est là avec tous les gens autour de soi qui se posent pas de questions, ils savent même pas que c'est possible en fait de ressentir ça, et ils sont entre guillemets bien, et nous on est là, d'un coup on a ça, et moi je m'accrochais à mon bureau comme ça, j'essayais de respirer, je me disais ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et puis je m'accrochais au bureau aussi fort qu'on peut s'accrocher à quelqu'un alors qu'on est en train de mourir et qu'en fait on a peur de mourir. Voilà. Puis ça passait et ça recommençait. La première année de master,
j'avais de plus en plus de crises à la fac. Et je me souviens un jour, je parlais avec une amie de ça. C'était déjà pas évident d'en parler. Je parlais à une amie de ça parce que j'avais besoin de cours. Et il y avait une de ses copines qui était à côté qui m'a regardée et qui m'a dit mais attends, si tu peux pas aller en cours et qu'il t'arrive des trucs comme ça, mais t'es complètement grillée. Et là, je pense qu'elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle a dit, hein, parce que, enfin, quand même très très violent, mais moi ça m'a vraiment, ça m'a mis en coup parce qu'effectivement je me suis dit, c'est vrai, à quoi ça sert de prendre les cours si je peux pas, à quoi ça sert de prendre les cours si je peux même pas y aller, quoi. Qu'est-ce que ça va être plus tard, etc. Enfin bon, là c'est le mental qui s'en mêle et enfin voilà, ça. Soit dit en passant, on était quand même en master et je faisais des études de psychologie. Enfin, j'essaye de vous parler de mon parcours personnel et pas essayer de me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. Et je parle surtout pas en tant que psychologue, je parle en tant que personne lambda qui a souffert d'anxiété. Et en fait, mais juste pour dire que cette fille-là, en fait, je me suis dit aussi, mais comment elle va être comment elle va être en tant que psy, parce que bien sûr elle dira pas à ses patients, mais le fait juste de le penser, moi je trouve que c'est voilà, je pense qu'on ne peut pas avoir une relation comme ça avec son patient si on pense ce genre de choses. Ça m'a mis un coup quand même au moral et en fait j'allais de moins en moins au cours et puis il y a certains partiels que j'ai loupés et au deuxième semestre je me souviens que mon père était venu me voir et il partait juste avant que j'avais un cours juste après. Donc j'ai pris mon sac et je l'ai vu partir. Et je marchais sur le trottoir, il était en voiture. Je marchais. Et j'étais mal, j'étais mal. J'avais l'impression de partir au purgatoire. J'ai l'impression de partir à ma mort programmée. Et j'ai attendu qu'il me voie plus et j'ai rebroussé chemin. Et alors, la mort dans l'âme parce que parce que en fait, je disais non à. Enfin, j'arrivais pas. Je disais non à la vie, je disais non aux obstacles. Et enfin, pour moi, c'était dur. À partir de ce moment-là, pendant plusieurs mois, je ne suis plus sortie de mon appartement. Il faut dire que j'allais de moins en moins en cours. Et le fait d'aller de moins en moins en cours et d'avoir de plus en plus de crises de panique, j'étais de plus en plus anxieuse, forcément, entre les cours. J'étais allée voir un médecin d'ailleurs à cette époque-là et il m'a dit oui, effectivement, elle avait regardé au fond de ma gorge, elle m'a dit oui, effectivement, tu es rouge, tu dois avoir une belle gastrite et puis c'est dû au stress. Alors, quand on a des symptômes physiques aussi impressionnants, quand ton médecin te dit que c'est dû au stress, finalement c'est un cercle vicieux, mais tu commences à être de plus en plus anxieuse et le stress que tu avais à la base qui était supportable en fait devient insupportable et le matin je commençais à anticiper la veille, l'avant-veille, je commençais à tout anticiper parce que j'avais peur de la prochaine exposition à un éventuel danger invisible et j'ai commencé en fait à ressentir de plus en plus tout au long de la journée une anxiété latente et plus les semaines avançaient, plus les mois avançaient, plus l'anxiété était profonde et était forte et en fait quand j'ai essayé de retourner à la fac au deuxième semestre et que j'ai pas réussi, en fait c'est parce que toute la journée j'étais anxieuse, toute la journée j'avais des symptômes pas aussi forts qu'une crise de panique mais presque. En fait, on a l'impression toute la journée qu'on est à deux doigts d'évanouissement, qu'on a une maladie grave parce que on sent que, on a des palpitations tout le temps et c'est super fatigant en fait. C'est pour le système nerveux, je pense qu'il en a pris vraiment un gros coup parce que on n'est jamais serein quoi. Mais je pense que je me rappelle, j'étais sereine entre guillemets à peu près à 10 minutes, un quart d'heure par jour. Et le reste du temps, j'étais en survie
Quand j'y repense, c'était horrible, mais j'arrive quand même pas à me mettre dans le même état d'esprit parce que c'est juste impossible pour moi. Donc je disais que en fait pendant plusieurs mois je suis restée dans mon appartement, donc en région parisienne. Heureusement que j'avais vu sur un parc parce que on ne sort pas de la journée et je pouvais même pas aller chercher le courrier tellement j'étais mal. Et en fait j'étais déjà mal dans l'appartement, mais quand je sortais, l'anxiété en fait ça montait d'un cran. Et là, très directement dans une crise de panique dès que je sortais. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis renseignée et je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, c'est à ce moment-là, quand j'ai vu mon père s'éloigner et quand j'ai su que je lui mentais, qu'il croyait que j'allais en cours alors qu'en fait, j'ai rebroussé chemin parce qu'en fait, c'était trop difficile pour moi. Ça a été un coup de massue pour moi et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'aille mieux, il faut que je me prenne en main. Et donc je me suis renseignée. J'ai été voir sur internet les personnes qui étaient membres de la FTCC, qui avaient été formées à la thérapie cognitive et comportementale, parce que voilà, je voulais vraiment ce qu'il y a de plus efficace et de plus rapide pour m'en sortir. J'ai trouvé quelqu'un dans la ville d'à côté, je pouvais y aller à pied. Donc c'était pour moi un énorme défi d'y aller. Enfin, les premières fois, c'était mon conjoint qui m'amenait. Pour moi, c'était impossible de continuer comme ça. C'était vraiment la limite. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller voir un psychiatre. Bon, à l'époque, je m'étais dit, j'avais pas d'argent, je m'étais dit, je vais avoir un psychiatre, c'est remboursé, etc. Enfin, donc je me souviens que la première fois où je suis allée le voir, je lui ai expliqué ce que j'avais. Et il m'a regardé et il m'a dit, mais comment vous allez faire pour être psychologue si vous pouvez plus sortir de chez vous, ça va être difficile ça. C'est comme on parlerait à un gosse. Non mais je n'arrive pas à le dire parce que je suis pas comme ça moi avec les gosses. Mais attends, tu veux être psychologue et tu n'arrives pas à sortir de chez toi, mais alors faire un effort quoi, parce que là tu vas pas y arriver. Enfin, qu'est-ce qui se passe là voilà, pour motiver l'autre en fait à sortir. Mais c'est pour ça que je viens te voir. Enfin, c'était très désagréable parce que face à lui, je sentais qu'il prenait ça un peu comme qu'un manque de motivation, alors que c'est comme si on disait à une anorexique, il suffit de manger quoi. Non quoi, il suffit pas de manger, ça se passe pas comme ça. Même si quand on n'est pas à la place de la personne, c'est très confortable de penser comme ça. J'étais pas très rassurée par sa réaction et il était sur le site de la FTCC. J'avais commencé déjà à me faire des exercices et je lui ai montré mes tableaux, il me dit mais vous l'avez trouvé dans quel livre, etc. Alors que c'était un tableau que j'avais inventé, etc. Enfin, je l'ai pas trop senti, mais en même temps, il n'y en avait pas d'autres, ou alors ils étaient plus loin et en fait, je me suis plus accrochée au défi d'y aller en me disant c'est mon défi, si j'y vais et que je continue à y aller, c'est déjà bien parce que c'est le premier pas et c'est le premier pas dans l'autre sens. Donc je continue à y aller. Mais en fait, dès le premier rendez-vous, il m'a prescrit des antidépresseurs. Parce que faut savoir que le traitement pour l'anxiété, traitement psychiatrique pour l'anxiété, c'est des antidépresseurs, le phobie sociale aussi. Je voulais tellement m'en sortir et j'avais tellement pas d'autres solutions sous le nez que je me suis dit oui, je fais confiance, je prends des antidépresseurs. Je me souviens que ma petite sœur était chez moi ce jour et j'ai pris ça et donc je me suis endormie comme ça et vers 3h du mat je me suis réveillée d'un coup. J'arrivais plus à bouger, j'avais l'impression d'avoir une enclume dans la tête, que mon oreiller, que ma tête était enfoncée au plus profond dans mon oreiller, que mon corps aussi, qu'il était tout rigide et que je n'arrivais plus à le bouger. J'arrivais à peine à articuler, je parlais pas fort. Je me souviens que ma soeur était à côté de moi, elle m'a pris la main et elle me caressait comme ça les doigts pour m'aider quoi. Et ça me faisait mal. Ça me faisait mal, elle me caressait tout doucement et ça me faisait mal. Ça me faisait du bien parce que ça me rassurait, mais le contact de ces caresses me faisait mal. Enfin, c'était juste horrible. C'était pas du tout la même chose qu'une crise de panique, d'ailleurs.
Ça durait à peu près une journée. Enfin, j'allais mieux progressivement parce qu'en fait, c'était un antidépresseur à libération prolongée. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça ou pas, mais c'est-à-dire que on le prend et à peu près pendant 24, il fait effet à peu près pendant 24 heures et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans le corps et on en reprend un autre et rebelote. Donc bien sûr, j'aurais dû continuer à prendre l'antidépresseur. Je me serais sûrement habituée, mais en fait. Je l'ai pas repris, c'était juste horrible en fait. Je transpirais à fond, j'étais vraiment très très mal. J'étais dans un état mais complètement quoi. J'étais une larve, j'étais un légume. Et la journée, j'arrivais à peine à marcher, j'arrivais pas à réfléchir. Et en fait, ça m'a rappelé qu'à 17 ans, en fait, j'avais déjà pris des antidépresseurs. En fait, j'en avais pris pendant un mois parce que j'avais une amie qui avait un accident de voiture très grave et donc j'étais pas bien. J'avais pris des antidépresseurs et ce mois-là a été horrible aussi parce que je me souviens la première fois que je l'avais pris, j'étais allongée et j'avais senti comme des espèces de mains gantées gelées qui me prenaient tout le cerveau à l'intérieur et qui me tirait vers le haut. Bon, ça vous fait peut-être pas ça à vous, mais c'est très 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 désagréable et en fait, bon, bien sûr, je me suis habituée, mais en fait, pendant tout le mois, j'avais l'impression d'être un pot de fleurs parce que j'étais plus du tout en accord avec ce que je ressentais. C'est-à-dire que quand j'avais envie de pleurer, je n'arrivais pas à pleurer. Et j'arrivais pas à pleurer. Quand j'avais envie de rire, je riais pas, mais sans raison, je me mettais à rire. Enfin, j'étais complètement déconnectée de mes émotions. Alors c'est sûr que ça nous permet d'éviter de déprimer, mais ça nous coupe de toutes nos autres émotions. Et je réagissais même plus en fait. J'avais par exemple des amis qui me disaient des choses un peu choquantes, ou ma petite sœur qui me disait des trucs qui pour une grande sœur étaient difficiles à entendre. Ben, j'étais choquée à l'intérieur, mais je réagissais pas. J'étais complètement à côté de moi-même en fait. J'étais plus là. C'était une belle camisole. J'avais arrêté au bout d'un mois parce que j'avais l'impression de couper de moi-même. Et couper de moi-même, à quoi ça sert? Autant mourir, couper de soi-même. Et c'est comment je l'ai ressenti moi personnellement. Je dis pas forcément qu'il faut faire comme moi. Donc j'ai arrêté. J'ai pris d'antidépresseurs juste une journée et j'ai dit au psychiatre qu'en fait c'était pas possible pour moi de prendre des antidépresseurs. Alors j'étais très embêtée parce que je pense qu'il n'a pas l'habitude de traiter des gens sans médicaments, mais j'avais vraiment besoin de le faire sans et c'était impossible pour moi de le faire avec. Donc ça m'aidait quand même parce que j'y allais, je sais pas, une fois par semaine et ça me permettait de mettre un peu de distance éventuellement sur ce que je vivais et de me dire que je me prenais en main et que c'était la première étape. Et quand il a fallu que j'y aille toute seule à pied, je me souviens que chaque pas était un combat inouï. Je regardais les gens dire si tranquilles, même si j'étais en région parisienne et que les Parisiens ne sont pas du tout tranquilles, ils sont bien sûr stressés, etc. Mais pour moi, ils étaient tranquilles parce qu'ils étaient en état de fonctionnement. Alors que moi, j'étais juste en train de lutter pour mettre un pas devant l'autre, quoi. Et rien que d'arriver jusqu'à chez lui, c'était un marathon pour moi et c'était un défi de fou. À ce moment-là, je me suis mise aussi à déprimer parce que, à part le psychiatre et puis quelle sortie au supermarché, génial la sortie, voilà, je me disais que il fallait que je fasse la sortie la plus utile. Forcément rassurer la petite fille qui veut faire comme il faut, ce qui est utile, et aider mon copain un peu à faire les courses. Donc mes premières sorties, c'était ça, mais en fait, j'étais à l'agonie, quoi. Et à la caisse, c'était encore pire. J'ai des l'attente à la caisse quand on n'est pas bien, quand on est mort de peur, c'est juste horrible. Mais j'essayais de mettre en pratique tout ce que je voyais avec le psychiatre, tout ce qui est de l'ordre de la désensibilisation, de l'habituation, de ne pas y aller d'un coup. Je mettais tout ça en pratique, mais j'avais pas beaucoup de résultats et c'était un petit peu déprimant et voilà. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mise à déprimer en plus. Je pense que si ça vous arrivait, vous seriez aussi en train de déprimer parce que vous passez complètement à côté de votre vie et puis
Même même si on dit qu'il ne faut pas faire attention à ce que les gens disent de soi, de comment ils nous jugent, etc. Moi, j'avais forcément un jugement négatif sur moi parce que je n'arrivais pas à faire ce que j'étais censée, entre guillemets, faire. Même de réviser. Je pouvais pas me mettre à réviser alors que je voyais pas comment faire ça. Je voyais pas comment faire toutes ces choses-là alors que je pouvais même pas vivre et faire des projets dans cet état-là. C'était un cauchemar. Je voyais pas comment m'en sortir. Tout s'est dégradé autour de moi. C'est-à-dire que les amis que j'avais, comme je sortais moins, j'avais moins d'appels, etc. Et même ma meilleure amie de l'époque, mes meilleures amies, ne comprenaient pas du tout ce qui se passait et je cherchais pas forcément à comprendre. Je pense que c'est dur aussi pour ceux qui comprennent pas, mais à la base, moi, je cherchais pas forcément à ce qu'on comprenne, je cherchais juste à ce qu'on accepte ce qui se passe. C'est pas facile, mais c'était vraiment pas facile pour moi non plus parce que j'avais des réflexions comme, par exemple, je devais chercher un stage, bah oui, mais je cherche un stage, quoi. C'est tout, il suffit d'aller à l'entretien. Ouais, il suffit d'aller à l'entretien, ouais. Pour toi, c'est pas facile, mais c'est faisable. Pour moi, ça l'est pas du tout. Et c'est pas parce que je suis pas combative. Moi, je me considère pas comme quelqu'un qui n'est pas combatif, au contraire. Donc, c'était très dur pour moi d'entendre les gens qui me disaient que c'était quand on veut, on peut. Voilà, ce genre de réflexion. Il y a un cercle vicieux qui s'installe, c'est la peur d'avoir peur. On se met à avoir peur d'avoir une crise de panique. Petit à petit, les sensations physiques, quand on commence à les avoir, elles s'accompagnent d'idées angoissantes parce qu'on se rappelle de la dernière fois qu'on a eu ça. Et en plus, on se rabaisse à ce moment-là parce qu'on se dit mais en fait je vais encore pas m'en sortir, etc. On a peur de mourir, on en vient à avoir peur de la peur elle-même. On en vient à avoir peur d'avoir une crise de panique. Et en fait, j'avais super peur de continuer à vivre dans ces conditions. Surtout que ça allait toujours de pire en pire. Pendant plusieurs années, ça s'est mis en place progressivement, mais tout a commencé à se rigidifier en moi. Et l'anxiété a commencé à toucher tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire tout dans l'environnement, mais aussi tout dans mes pensées. C'est-à-dire que les pensées qui n'étaient pas touchées, qui étaient sereines, ont commencé même à être touchées par mon anxiété. Et donc, j'avais l'anxiété partout. J'anticipais tout. Et en fait, j'ai commencé à devenir extrêmement, extrêmement dérangée par le changement. Par exemple, ma sœur déménage, ça me dérangeait. Une copine tombe enceinte, ça me dérangeait. Dès qu'il y avait un changement dans la vie de quelqu'un qui me touchait plus ou moins, c'était vraiment mon petit monde qui était ébranlé. Et je sentais vraiment la vie filer entre mes doigts, quoi. Le programme de désensibilisation avec le psychiatre, ce que j'avais lu aussi dans les livres, de s'exposer graduellement à la situation qui nous met dans un état de crise. Par exemple, quelqu'un qui est phobique de l'ascenseur, si pour passer au-delà de sa phobie, il rentre dans l'ascenseur et il monte 30 étages et il ressort, en fait, il va juste renforcer sa phobie. Il va rentrer dans l'ascenseur et forcément, il va avoir une crise. Donc, il va avoir une crise. En général, une crise, ça dure 20-30 minutes, pas beaucoup plus, parce que physiquement, l'adrénaline se déverse dans le sang et ça met à peu près ce temps pour être évacué du corps. Transformé, évacué. Après ce temps-là, globalement, on se sent mieux. Donc, globalement, la personne qui prend l'ascenseur et qui fait les 30 étages, ça va durer moins de 20 minutes et en fait, elle va avoir encore plus peur. Elle va ressortir de là et le fait d'avoir vécu à nouveau l'expérience et d'avoir eu la peur de mourir à nouveau, ça renforcera sa peur par rapport à la situation. L'approche de s'exposer à la situation graduellement, d'une manière prolongée, répétée et fréquente, par exemple, on se met devant l'ascenseur et là, on sent l'angoisse qui monte, on ne rentre pas dans l'ascenseur, on reste là pendant 20 minutes, une demi-heure, un peu plus, et on sent finalement l'angoisse redescendre. Donc, le fait de vivre cette situation et de vivre aussi le fait d'avoir
l'anxiété qui redescend permet de réinitialiser le processus. Donc la fois d'après, quand la personne se sent d'aller dans l'ascenseur par exemple, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Ensuite, quand elle se sent mieux par rapport à tout ça, elle fait un étage, ensuite un autre, etc. Jusqu'à ils réussissent à le faire le tout, mais avec moins d'anxiété. C'est pour ça qu'en fait, c'est important de savoir ça parce que, par exemple, moi, quand j'étais à la fac, quand j'ai vu que j'avais des crises de panique à la fac, en fait, j'ai fait l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je me réexpose à la situation, c'est-à-dire que je retourne à la fac très progressivement. Et que dans la situation, par exemple, je vais devant la fac ou dans le hall de la fac, et j'y reste pendant un temps suffisant. Et je répète ça plusieurs fois jusqu'à temps que j'ai senti que je ne sois pas finalement en danger, etc. Avant de retourner en cours, etc. Et alors que moi, en fait, je faisais tout à fait l'inverse. Je me disais non, il faut absolument que je retourne en cours. Donc je reste en cours et puis je reste et puis je subis et je renforçais complètement positivement la panique. L'année d'après, donc la première année de master, deuxième semestre, j'étais tout le temps chez moi et en fait c'est ce que j'appelle ma phase d'agoraphobie sévère où j'étais vraiment mal, j'avais une crise juste pour, admettons, aller chercher le courrier. Et c'était très dur parce que il y avait quelques amis qui étaient au courant mais qui ne prenaient pas très bien, donc j'ai perdu la plupart de mes amis. Ma famille avait du mal à comprendre, donc c'est pareil, je pense que je ne me suis pas sentie aussi soutenue que j'aurais aimé, même si je comprends que c'était dur pour eux. Et puis ma belle famille n'était pas au courant, donc il m'arrivait par exemple d'aller chez eux et d'être paniquée du début à la fin. Et voilà, je pense que ça aidait pas à nos relations. Et en fait, ils n'ont jamais été au courant, ils ne sont pas au courant. Donc si un jour ils tombent sur la vidéo, ils comprendront pas mal de choses. Donc l'année d'après, comme c'était une nouvelle année, je me suis dit, bon, alors là, c'est pas possible. Il faut que je recommence les cours, comment faire. Je m'étais renseignée un petit peu pour retourner à la fac. C'était là a commencé le parcours du combattant administratif et personnel, je vais dire, par rapport à la fac, parce que j'ai fait une demande d'aménagement dans le cadre de la loi donc je vous dis, parce que si vous êtes intéressé par ça et que vous ne savez pas, quand on a des troubles anxieux qui sont si handicapants, on peut demander un aménagement dans le cadre de la loi du 11 février 2005, qu'en fait c'est un temps majoré pour les épreuves. Ça, j'en ai pas besoin. On peut en avoir besoin parce que on a du mal à se mettre à écrire, etc. parce que il faut le temps que l'anxiété revienne à un niveau à peu près gérable. Mais moi, a priori, j'ai jamais utilisé une majoration de temps. Mais surtout, moi, ce que j'avais besoin pour pouvoir retourner en cours, m'exposer progressivement, retourner en cours progressivement, etc. J'avais besoin de me dire que je ne fasse pas ça pour rien et que je puisse aller au partiel. Et pour moi, c'était impensable de pouvoir passer mes partiels dans des amphis de 500, de passer plusieurs heures comme ça dans un amphi de 500, alors que j'étais dans mon état. C'était juste impossible. Donc pour moi, c'était très important d'avoir la possibilité de pouvoir passer mon partiel dans une salle avec très très peu de personnes. Et parce qu'à ce moment-là, je pouvais me dire que je pouvais sortir de prendre l'air quand je pouvais. C'est beaucoup moins. C'est bizarre d'en parler comme ça parce qu'a priori là, ça me ferait pas peur de faire ça maintenant aujourd'hui, mais à l'époque c'était juste. Si on m'avait demandé la plus grande peur que j'ai dans ma vie, c'était ça. La plupart des gens, c'est pas ça, mais pour moi, c'était ça. C'était peur de me faire tuer ou de me faire écraser par un train ou faire ça. Pour moi, c'était pareil. C'est complètement irraisonné, mais c'était ça. Physiquement, c'est comme ça qu'on le ressent.
clairement. Physiquement, c'est comme ça qu'on le ressent. C'est psychologique certes, mais physiquement, physiologiquement, il y a de l'adrénaline qui se déverse et donc la réaction de peur et tout ce qu'on ressent, on le ressent vraiment, c'est pas juste dans la tête. C'est important, c'est de le dire et de le rappeler. Il est possible aussi, dans le cadre de cet aménagement, d'avoir des photocopies des cours. Bon, ça, j'ai jamais eu, parce que c'était vraiment trop complexe à mettre en place. Enfin, c'est déjà le parcours du combattant d'avoir fait ça. Parce que quand je devais commencer les cours en octobre, au mois de septembre, j'ai demandé un rendez-vous à la médecine du travail. Donc c'était c'était un endroit que je connaissais pas, etc. Donc c'était un peu difficile pour moi. Donc j'ai dû expliquer au médecin ce que j'avais. Il avait du mal à comprendre déjà ce que j'avais. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens qui ont de l'agoraphobie, ou en tout cas, peut-être que les gens ne le disent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça et qui ne le disent même pas. Et puis qui sombrent, quoi. Et il était très, très condescendant, et quand je suis sortie de là, j'étais en pleurs. La secrétaire m'a dit tout de suite, mais elle était là pour moi, mon conjoint aussi, mais j'étais en pleurs, je me sentais complètement dévalorisée. C'est super dévalorisant en fait, de cette condescendance qu'on peut avoir, de croire que c'est dans la tête, qu'il suffit de vouloir. Et si j'ai fait toutes ces démarches-là, c'était parce que c'était juste impossible, enfin, c'était trop dur. Je crois qu'effectivement, quand on ne sait pas ce que c'est, et quand on entend quelqu'un qui dit je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas passer un partiel dans un amphi, je ne peux pas sortir de mon appartement, je ne peux pas ça, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Ça paraît rien, on se dit mais si, c'est facile, etc. Mais vraiment, c'est... Si vous me regardez et que vous en souffrez, vous le savez, mais si vous êtes un proche de quelqu'un qui souffre de ça, même si a priori vous avez l'impression qu'il fait que se plaindre, je vous souhaiterais pour rien au monde de vivre ça tellement c'est dur, quoi. Donc elle m'a dit j'appelle tout de suite la fac et je lui dis de traiter au plus vite votre dossier, parce que j'avais des partiels mi-semestre, donc je voulais absolument les passer. Je voulais avoir cet aménagement pour les passer. 2 semaines après, je suis allée au secrétariat avec mon attestation, parce que j'avais quand même réussi à avoir une attestation en disant que j'avais cette demande d'aménagement, qu'elle avait été acceptée, etc. Mais ils m'ont répondu qu'en fait, c'était pas possible d'avoir des aménagements pour les contrôles continus, c'est-à-dire les partiels qui se passent en plein milieu du semestre et pas à la fin, et qu'il fallait que je m'arrange avec mes profs. Alors, c'était encore très dur, parce que c'était très dur d'aller déjà demander un aménagement, ensuite d'aller voir le secrétariat, et ensuite il fallait que je vois ça avec mes profs. Donc quoi, il fallait que j'explique à tous mes profs avec qui j'avais un partiel que je souffrais d'agoraphobie, que je souffrais de phobie sociale. Je souffrais un peu de phobie sociale, parce que quand on a comme ça l'agoraphobie et l'anxiété généralisée, forcément on se dit qu'est-ce que l'autre peut penser de moi, etc. Parce que nous-mêmes on se dit moi, si quelqu'un d'autre avec ça, je trouverais ça bizarre, je pourrais ne pas le comprendre. Et donc il fallait que je voie ça avec mes profs, sachant que je n'allais pas en cours et que je devais y aller. Je m'étais fait un programme pour y retourner progressivement. Donc j'ai essayé de les contacter par mail, et c'était très très dur de leur expliquer, sans rentrer dans les détails, que j'avais besoin de cet aménagement, etc. Pareil, c'est pas à eux de juger des conditions dans lesquelles un étudiant va passer à un examen. Le prof, il doit juger de tes compétences, mais pas de ton handicap. Si ça a été jugé comme un handicap, il n'a pas à juger ton handicap, il a juste à juger tes compétences. Donc en fait, il y a un prof qui m'a proposé de ne pas passer mon partiel dans le contrôle continu, mais d'avoir ma note finale seulement au partiel final. C'est-à-dire que, par exemple, dans une matière comme l'entretien, donc une matière c'était entretien, la première partie de l'entretien, c'était entretien neuro-psychologique, et le deuxième, c'était entretien clinique. Ça n'a rien à voir. La neuropsychologie, on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans le cerveau. C'est très cognitif, et l'autre,
c'est un peu plus psychanalytique. Et donc en gros, ce qu'il me proposait, c'était tout simplement d'avoir 100% de ma note au partiel final. C'est-à-dire que j'avais partiel clinique à la fin et j'étais notée que sur ça, sachant que moi j'étais quand même meilleure en neuropsychologie qu'en psychologie clinique. C'est-à-dire que si j'avais une note moyenne, je ne pouvais pas la compenser avec la première. Et en plus de ça, ça voulait dire que je n'étais juste pas notée sur la compétence de l'entretien en neuropsychologie. Ça m'a rappelé l'histoire d'un contrôle d'anglais. Une prof d'anglais au collège avait perdu ma copie. Je dis bah oui, mais comment on fait Et elle m'a dit je vous mets 10. Pas grave, je vous mets 10. Ça vous va Et là, en fait, j'étais choquée. Alors vous, peut-être que ça vous choque pas. Si vous êtes pas trop bon en anglais, peut-être que vous vous dites bah oui, mais 10 c'était pas mal. Mais c'était pas que j'étais bonne en anglais ou pas bonne, mais c'était simplement que, même si je suis pas forcément pour le système de notation, etc., bref, c'est simplement que quand on juge quelqu'un sur une note, on va pas arbitrairement lui donner une note. Soit on me donne aucune note, parce que peut-être que ça valait 14-15 mon truc, ou peut-être que ça valait 6, mais en gros c'était comme si elle me disait on s'en fout quoi. Finalement, vous avez travaillé, mais on s'en fout. Je trouve que c'est assez violent de dire ça. Les profs, je pense qu'ils se rendaient pas compte de tout ça. Et puis, ils essayaient de faire au mieux. Tout ça pour dire que c'est vraiment un parcours du combattant. Au final, heureusement que j'ai eu une bonne note en psychologie clinique, parce que j'aurais pas pu la rattraper sinon, avec l'autre partiel. D'autres profs pensaient que c'était juste le temps supplémentaire qu'il me fallait, donc ils me disaient oui, on vous laissera un petit peu plus de temps. En fait, ils sont tellement occupés. C'était pas leur boulot en plus de faire ça, donc c'est normal que ce soit pas facile. Après, c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'on est quand même, on fait des études de psycho et que les profs, ou le secrétariat a du mal à mettre en place un aménagement qui normalement est prévu. Et puis soi-même, quand on fait une demande pareille, tenir le coup et se dire qu'on en vaut la peine et que c'est normal et que c'est pas grave que le prof il trouve ça bizarre que tu aies besoin de ça, etc. Et que potentiellement il peut se dire pour un futur psychologue c'est quand même bizarre d'être comme ça alors que c'est une étape dans la vie quoi. Il y a même un prof qui m'a dit écoutez, si vous voulez, on vous met dans l'amphi un petit peu à l'écart. Comment te dire oui, ça peut peut-être m'aider dans le sens où si j'ai une crise, je peux partir plus vite. Mais en fait, quand on nous met à l'écart, c'est encore pire parce qu'on nous regarde encore plus. Et puis tout simplement, être dans l'amphi avec autant de monde, c'est tout. C'était ça qui était paniquant. Non parce que ça l'est réellement, parce que a priori ça l'est pas et je le savais bien que c'était pas paniquant, mais mon corps s'était habitué à ça. Et en fait, il réagissait comme ça. Et tant qu'il était désensibilisé et réhabitué à ce que ce soit quelque chose de normal, le corps, il sait pas. Moi, j'aurais bien aimé les voir, ne serait-ce qu'un prof dans l'amphi et une piqûre d'adrénaline et voir comment il réagit. Non, mais c'est un peu ça donné. D'ailleurs, je me suis replongée dans mes dossiers médicaux, dans mes mails, etc. que j'avais envoyés parce que, en fait, quand on va mieux, on oublie un petit peu ce que c'est et tous les souvenirs un peu négatifs, quoi. Parce qu'on veut aller de l'avant. Voilà, je relis un petit peu ce que je marquais dans les mails pour montrer que j'étais motivée. Un étudiant lambda, il est motivé parce qu'il va en cours, il est motivé parce qu'il prend des notes, il est motivé parce qu'il va au partiel, parce qu'il révise, etc. Moi, j'ai été motivée parce que quand on s'attaque à ça, c'est énorme. Donc c'est pour moi, quelqu'un qui me dit ça, qui me dit j'ai un handicap et je veux passer outre, etc., c'est une belle preuve de motivation, quoi. Bref, en fait, pendant octobre, novembre, décembre, j'ai eu 3 mois où on s'est échangé plein de mails entre les profs, le secrétariat,
la médecine préventive, etc. Et finalement, ça a été ultra angoissant, quoi, parce que je savais pas si les jours qui suivaient, je passais un partiel ou pas, dans quelles conditions. Voilà, pour quelqu'un qui est pas angoissé, ça peut être angoissant de ne pas savoir à l'avance s'il passe ou pas le partiel, dans quelles conditions, dans quelle salle, etc. Ça peut être un petit peu stressant. Mais pour moi, ça l'est d'autant plus que pour me mettre à réviser, est-ce que je m'y mets, comment je m'y mets. Voilà. Donc au final, j'ai su quelques semaines avant les partiels de janvier que je pourrais les passer dans une pièce à part et que les partiels du contrôle continu ne seraient pas comptés pour moi. Donc c'est-à-dire que jusque-là, en fait, je savais même pas si j'avais eu un zéro ou si ça n'avait pas été compté. Voilà. Même si j'étais un petit peu désavantagée par rapport aux autres étudiants parce que j'avais pas passé d'autres partiels pour compenser mes notes, je pouvais quand même passer mes partiels et on comptait 100% à ces partiels-là. Donc c'était entre guillemets une petite victoire pour moi et j'avais l'impression d'être un minimum considérée parce que c'est ça aussi, c'est que on n'a pas l'impression d'être considéré, on n'a pas l'impression d'être reconnu et voilà, c'est pas aidant, quoi. C'est pas aidant de devoir se battre pour devoir faire valoir ce que de droit, c'est-à-dire ce que j'étais censée avoir comme aménagement, alors que pour moi, rien que le fait d'être allée à la médecine préventive et d'avoir fait cette démarche-là, c'était déjà un supplice pour moi et il a fallu que je me batte encore trois mois après pour avoir la chance de pouvoir passer le partiel. Voilà. Donc autant vous dire que j'avais pas en plus comme d'autres étudiants moyen de décompresser après et de me dire ouais c'est cool, je pense à autre chose parce que je sors, je me fais du bien, etc. Moi c'était le reste du temps j'étais juste angoissée tout le temps et je me disais est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose de ma vie, etc. Donc voilà, c'était pas facile du tout. J'ai découvert à ce moment-là l'association Mediagora. Mediagora à Paris. Je suis allée à une réunion, donc ça je trouve ça vraiment bien, les réunions pour les personnes qui sont très très angoissées parce que ça permet de se dire que les personnes autour ont vécu ou vivent sensiblement quelque chose qui est comparable à ce qu'on vit et donc ne vont pas mal réagir si par exemple on sort de la salle ou qu'on attrape d'un coup la table ou enfin voilà, on se sent quand même pas jugé et en plus on se dit qu'on n'est pas tout seul, on voit les différents parcours et enfin, ce jour-là c'était très important pour moi et d'ailleurs j'ai parlé de mon expérience devant tout le monde, ça m'a fait du bien et puis j'étais sur un forum Déploie tes ailes où on parle que d'agoraphobie, de phobie sociale, enfin d'anxiété en général. Je pense qu'il faut faire attention parce que quand on est trop sur ces forums, ça peut nous enfermer un petit peu dans nos symptômes. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ne faut pas du tout y aller parce que ça nous permet de voir que d'autres vivent à peu près pareil que nous, que d'autres sont pires que nous ou commencent à s'en sortir, etc. Et ça peut faire du bien aussi. Donc moi, je sentais que j'en avais besoin un peu. Je suis pas du genre à être très très active dans les forums, donc j'ai dû poster deux, trois choses, mais c'était quand même un soutien. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'ai pu reprendre les cours progressivement. Enfin, très très progressivement parce qu'avec toute cette histoire d'aménagement, etc., je n'étais pas du tout sereine pour les reprendre. J'avais repris, je m'étais dit, je crois, une ou deux matières et j'avais fait mon programme là-dessus. J'ai réussi à aller au partiel. Je n'ai pas passé toutes mes matières, bien que j'y sois allée quand même pour m'entraîner, pour m'exposer en fait. Et puis, je crois que cette année-là, j'ai fait un stage aussi. C'était pas mal, j'avais réussi à faire un stage. Et voilà, je vous expliquerai la prochaine fois ce qui s'est passé ensuite. C'est vraiment une autre partie de mon histoire. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si ça vous a touché et si ça peut vous aider, moi je serais vraiment heureuse. Parce que je sais tellement ce que c'est et je sais tellement ce qu'on ressent quand on sent que personne peut nous comprendre et que même si moi j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui a toujours été là et qui me soutenait, je me suis sentie vraiment très très seule.
s'il faisait du mieux qu'il pouvait, enfin, je veux dire, je pense que on peut pas ne pas se sentir seul, quoi. Même si on est entouré le mieux possible. Voilà, donc je pense qu'il faut pas culpabiliser par rapport à ça. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de la vidéo où je vous parlerai des années suivantes, de ce qui s'est passé et comment je m'en suis sortie. Merci et à bientôt.